ta bulle de caméra? Non, ça y est. Il semblerait que Bonjour tout le monde, je pense qu'on est en direct. on est en direct. Bonjour tout le monde. Et bonjour Étienne. Et bonjour Jean-Baptiste. Quelle surprise de te rencontrer dans ce webinaire. On devrait en On faire est plus ravis de vous souvent. accueillir. En tout cas, vous êtes déjà une bonne vingtaine en ligne. Merci à tous d'être présents. On va attendre encore 2 minutes avant de démarrer, qu'il soit bien 11h45 comme prévu. En attendant, si vous voulez nous mettre dans le chat votre métier, la région dans laquelle vous êtes, c'est sympa. Ça nous permettra d'avoir quelques petites infos déjà sur qui est présent avec nous. Étienne, toi, t'es où? T'es basé où? Ah, comme tu le sais, je suis basé en Avignon. Alors, en Avignon ou à Avignon, c'est un peu les deux peuvent se dire. Alors, Toi, Jean-Baptiste, tu es basé à, je suis en région parisienne, et plus précisément, Maison Lafitte, Maison-Lafitte. banlieue ouest. Et on a Leslie qui est avec nous, qui nous dit bonjour à tous et qui sera là pour assurer l'assistance. Ah, merci Leslie de poser cette question, c'est intéressant. Faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire si tout va bien. Elisa, ça va? Coucou, super. On a quelqu'un, Jackie en région lyonnaise. Vous nous entendez, c'est parfait. Nantes, Lyon, c'est chouette. Qu'est-ce que vous faites comme métier les uns les autres pendant la minute qui nous reste avant de démarrer? Est-ce que vous êtes déjà dans le monde de la facilitation, puisque nous allons parler de ce sujet-là, ou pas? Ou est-ce que vous venez... Ah oui, non, on va parler de la facilitation, Jean-Baptiste, hein, ça c'est sûr, a Ah priori. oui, ça on va en parler. Mais ça, d'accord. Enfin, parce que dans ta phrase, vous pouvez comprendre qu'éventuellement, on allait parler d'autre chose. Non, non, c'était est-ce que vous êtes dans ce monde-là ou dans un autre monde? Ouais. Alors, région parisienne, La Redoute, Digital Learning Engineer, facilitatrice, Mm. consultant formateur indépendant. J'anime des ateliers de formation. Super. Merci beaucoup. Bourgogne. Chouette. Antibes. Gestionnaire RH. Parfait. Ben, il est 45. 45, on va débuter. Peut-être avant de partager les diapos, on va se présenter rapidement, hein. Donc, bienvenue à tous. Donc, un peu plus de 200 inscrits à ce webinaire, mais présents, là, vous ne serez pas à 200, parce que vous savez, les gens s'inscrivent pour le regarder après. Donc, un grand bonjour aussi à ceux qui nous écouteront plus tard. Donc, merci d'être là. Et donc, Jean-Baptiste et moi, tout simplement, nous sommes coachs, nous sommes facilitateurs et nous sommes enseignants, puisque nous sommes ici, enfin, c'est un webinaire qui a été organisé dans le cadre de l'IFOD, qui est une école des métiers de l'accompagnement. Voilà, je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu souhaites compléter cette rapide présentation de qui nous sommes. Non, non, c'est parfait. Ok, Impeccable. écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous allons partager avec vous quelques slides. Leslie, si tu veux bien valider ma demande. Super. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, avec Étienne, on a souhaité faire ce webinaire pour partager avec vous quelques-unes de nos convictions et de nos expériences autour de croyances qui existent en lien avec la facilitation de l'intelligence collective. Et alors, on a démarré avec ce petit adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, qu'on aime bien et qu'on trouve intéressant quand on est facilitateur en intelligence collective, mais qui est un peu dangereux, parce qu'en l'occurrence, c'est pas toujours vrai, et vous avez peut-être les uns et les autres déjà fait l'expérience d'une équipe, d'un groupe qui avait très envie de construire ensemble, d'être dans l'intelligence collective, et pour autant, ça n'a pas fonctionné. Donc l'intelligence collective, c'est pas inné, c'est pas une garantie, et ça nécessite, quand on veut faciliter de l'intelligence collective, de se préparer à un certain nombre de risques potentiels. Je me rappelle par exemple d'un facilitateur qui me racontait
ah là là, la semaine dernière, c'était une catastrophe. Ils sont sortis, il y avait une mauvaise ambiance, et puis j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très satisfaits des productions. Alors, j'étais en empathie avec lui, et puis quelques semaines plus tard, je lui dis, bah alors, tu as pu débriefer, tu en as reparlé avec l'équipe que tu avais accompagnée, pour laquelle tu avais facilité un atelier, et il m'a répondu, bah, écoute, figure-toi, je ne le savais pas, mais j'ai appris par la bande qu'il y avait un conflit latent entre deux personnes présentes dans la pièce que je ne pouvais pas voir, que je ne savais pas. Ils étaient en conflit tous les deux, en compétition pour un poste au sein de l'entreprise. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais cette facilitation a été en partie torpillée par le fait que l'un comme l'autre n'avait pas envie de collaborer avec l'autre. Donc il y a des éléments qui sont malheureusement pas à notre main, et qui vont plus ou moins faciliter ou gêner l'intelligence collective. On avait envie avec Étienne de partir de ça, de regarder un certain nombre de croyances ou un certain nombre d'éléments qui peuvent gêner l'intelligence collective. Euh, D'ailleurs, peut-être que si vous voulez, avant qu'on vous parle des 4 croyances que nous, on a choisi, et pendant qu'Étienne nous raconte et nous explique ce qu'est déjà l'intelligence collective, parce que je suis peut-être allé un peu trop vite dans les exemples, vous pouvez nous poster dans le chat, vous, des éléments qui vous semblent pouvoir freiner l'intelligence collective. Quelles sont, d'après vous, toutes les bonnes ou les mauvaises raisons qui peuvent freiner l'intelligence collective? N'hésitez pas à vous amuser. On fait un brainstorm, même si c'est un webinaire qui n'est pas forcément très interactif. On s'amuse comme ça. Oui, partons du principe, je prends le relais, donc partons du principe que votre savoir et vos expériences sont tout aussi valables que les nôtres. Hein. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les mécanismes d'intelligence collective. La parole de chacun a la même valeur. Donc, alors, nous avons donc identifié 4 croyances. On aurait pu en identifier 3 ou 12, peu importe, on en a identifié 4. Mais celles que vous avez envie de partager sont les bienvenues. Et pendant que vous identifiez les croyances que vous avez envie de partager sur le chat, effectivement, je vais vous donner quelques éléments de définition de ce qu'est l'intelligence collective, qui est un terme qu'on utilise beaucoup depuis quelques années. Hein. C'est un terme qui était assez peu présent il y a encore 10, 15 ou 20 ans. Je vais aller très vite, rassurez-vous. Donc, l'intelligence collective, c'est avant tout, je vous propose de le définir comme un processus interactionnel, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est toujours construit, qui n'est pas spontané, qui est toujours structuré et qui permet de faire émerger des potentialités. C'est-à-dire que le facilitateur en intelligence collective va partir du principe que le dispositif à l'intérieur duquel il va positionner les gens qui sont en face de lui va permettre de faire émerger quelque chose qui n'aurait pas été là si ce dispositif n'avait pas existé. Quitte à ce que d'ailleurs, au terme du dispositif, les gens se disent, mais finalement, le facilitateur, à quoi a-t-il servi, puisque nous avons nous-mêmes produit ce qui était par nous-mêmes, en fait, ce qui a été attendu. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Donc, c'est quelque chose de construit, c'est un processus qui travaille sur les interactions dans un cadre défini. Peut-être 2 mots aussi sur la notion de facilitation. Certains d'entre vous font peut-être du coaching par ailleurs ou s'interrogent sur la différence entre coaching et facilitation. Un coach, et donc c'est quelque chose que nous faisons, Jean-Baptiste et moi, par ailleurs, le coach a pour objet une dynamique d'équipe, spécifiquement d'équipe. Et le coach se propose, l'intention fondamentale du coaching d'équipe, c'est d'emmener l'équipe à un stade de maturité qui lui permet de répondre aux sujets qui sont les siens. Donc, toute équipe n'a pas forcément vocation à maturer très haut, mais en tout cas, le coach accompagne l'équipe dans une maturité collective en termes de cohésion technique et humaine, là où le facilitateur intervient sur des équipes, bien sûr, mais aussi sur des groupes. La différence, c'est qu'une équipe, elle a un objectif, un groupe, il a un objet. Et là, par exemple, nous formons un groupe, nous avons un objet commun qui est structuré autour de ce séminaire. Et donc, le facilitateur s'adresse à des équipes ou à des groupes. Et son intention, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de rendre possible quelque chose qui est là à l'état plus ou moins latent. Par exemple, générer un partage de représentation, structurer un projet. Bref, autant d'exemples qui sont
nécessitent des interventions plus ou moins ponctuelles. Donc voilà en quelques mots ce qu'est un facilitateur d'intelligence collective. Il peut être coach par ailleurs, et d'ailleurs il y a des éléments de posture et d'outils qui sont communs. Merci Étienne, et merci à tous pour vos productions les uns les autres. Quand il y a des blessures personnelles qui peuvent avoir un impact, ça peut freiner l'intelligence collective. Quand il y a un frein qui émane du management, quand il y a des freins qui sont en lien avec le temps que cela prend, la peur de l'échec peut être un frein aussi. Ne pas oser parler en public, penser que son idée est mauvaise. Certaines de ces idées vont être reprises puisque vous avez touché par vos propositions à certaines des croyances que nous avons souhaité traiter. Avec Étienne, on en a choisi 4. Donc, comme le disait Étienne, il pourrait y en avoir d'autres. Mais en tout cas, ces 4-là, on a trouvé qu'elles sont récurrentes, qu'elles sont assez importantes pour que tout facilitateur en intelligence collective y ait un peu réfléchi. Et on pense que sur ces 4-là, le facilitateur ou la facilitatrice peut faire quelque chose. On n'a pas pris des exemples de croyances ou de situations où l'intelligence collective va être bloquée, comparables à celles que je vous citais, où le facilitateur ne pouvait pas faire grand-chose s'il y en avait 2 qui étaient en compétition sur un poste interne dans l'entreprise. Alors Étienne, je te passe la main sur la première croyance. Alors, croyance numéro 1, seul le résultat compte. Alors, je vais partir d'une anecdote et puis la diapo d'après donnera quelques éléments complémentaires. On a opté avec Jean-Baptiste pour des diapos très simples, avec pas beaucoup de texte. L'anecdote là que je vous partage, donc il se trouve que je fais la supervision et donc il y a quelques temps, alors c'est un responsable innovation dans une grande entreprise, donc il a rassemblé tout un tas de gens et il était très centré effectivement sur le résultat. Il avait un objectif, il voulait vraiment produire quelque chose de spécifique par rapport à un projet d'innovation. Donc il était très très focusé comme ça sur son objectif. Et ce qu'il me partageait, c'est qu'en fait, il n'était pas satisfait parce que son objectif à lui, son résultat attendu, n'était pas conforme en tant que chef de projet et facilitateur. Donc c'est un chef de projet qui fait de la facilitation. Et la question que je lui ai posée, mais qu'est-ce qui est remonté du groupe que tu as animé? Eux, le feedback que donné, c'est qu'effectivement, pour eux, ça a été structurant. Donc, le résultat ne correspondait pas à ce que le facilitateur attendait. Donc, autrement dit, lui, il avait effectivement, s'était fixé un objectif. Cet objectif n'a pas été atteint selon lui, selon sa propre représentation de ce qui devait être produit. Peu importe, et peut-être que là, on pourrait partager la diapo d'après, Leslie. Voilà, donc j'ai mis un. Alors, donc, on s'est réparti les diapos avec Jean-Baptiste et on a choisi les images en fonction de nos sensibilités. Donc là, moi, j'ai mis un fleuve. J'aime bien cette image du fleuve parce qu'elle témoigne du fait qu'un dispositif d'intelligence collective, c'est accompagner une énergie, vous voyez, comme un fleuve qui coule, et que ce qui est déterminant, bien sûr que ce fleuve va dans une certaine direction et qu'il n'y aurait pas de fleuve s'il n'y avait pas d'embouchure. Il n'y aurait pas de fleuve, il n'y aurait pas d'embouchure. Donc, il y a bien un objectif qui donne sens au travail du facilitateur. Mais fondamentalement, ce qui fait que la facilitation sera réussie, c'est l'attention que le facilitateur ou la facilitatrice va porter au processus lui-même, à sa capacité à s'adapter et à accompagner ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Il n'y a de vérité que ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Donc, l'objectif donne du sens, mais fondamentalement, ce sur quoi travaille le facilitateur ou la facilitatrice, c'est sa capacité à accompagner, vous voyez, le mouvement de l'eau, ce flux énergétique qui caractérise un groupe en intelligence collective. Donc, il est bordé, il est canalisé vers quelque chose, et donc c'est cette capacité à tenir l'énergie qui va rendre la facilitation efficace. Autrement dit, moi je pourrais avoir envie de dire qu'il n'y a pas que le résultat qui compte, le chemin compte autant que le résultat. Je me rappelle d'un responsable d'équipe qui voulait qu'on facilite pour lui un atelier qui allait durer une demi-journée et il disait vous devez nous aider à nous projeter dans la stratégie de l'entreprise, voir un peu plus loin. Et alors ce que je veux, c'est qu'on commence par faire un REX
un retour d'expérience, puis ensuite on fait un état des lieux, puis ensuite on fait un SWOT. Et moi, je lui ai dit, mais laissez-nous construire avec vous le chemin. Laissez-nous apporter des idées un peu différentes de la manière dont vous avez structuré dans votre tête. Laissez-vous guider, que ça ne soit pas trop canalisé. Merci en tout cas. Étienne, tu voulais compléter sur cette... Non, je pense qu'il est déjà midi. On a encore, il nous reste une demi-heure. On a encore trois croyances à aborder. Donc, je propose qu'on avance. Celle-ci, c'est toi qui vas en parler, hein, évitons les tensions. Eh bien, j'y vais. Il peut y avoir la croyance que la tension empêche l'intelligence collective, que s'il y a de la tension dans la pièce, ça va freiner l'intelligence collective. Et j'ai en tête l'exemple d'une équipe qui me disait une de nos valeurs, c'est la bienveillance. Il faut vraiment qu'on fasse tous attention les uns aux autres. C'était donc plutôt une équipe agréable, hein, travailler avec eux était plutôt plaisant. Ceci dit, dès qu'on commençait à aborder quelles sont vos idées, comment vous réfléchissez à ce sujet-là, et que quelqu'un prenait la parole et disait quelque chose, il y avait très souvent quelqu'un d'autre qui disait « Ah oui, je suis d'accord avec toi ». Et moralité, inconsciemment, le groupe avait un petit peu tendance à converger vers une pensée unique. Alors c'est dommage en termes de facilitation, en termes d'intelligence collective. La pensée unique est un peu restrictive, c'est comme si on mettait des œillères. Donc pour nous, dans la facilitation, l'ouverture, les pensées divergentes, les pensées différentes sont très utiles, vont être même très constructives. D'où le slide que je vous Pour propose. compléter, Jean-Baptiste, en fait, ce que tu décrivais, là, pardonne-moi d'intervenir, ce que tu décrivais, c'est exactement ce qu'on appelle de la pensée de groupe. Hein, vous savez, le groupthink, hein, ce concept de psychologie groupale, qui fait qu'un collectif peut avoir tendance à privilégier une forme de bien-être collectif, mais un bien-être un peu mou, un consensus non construit. Et les gens sont collectivement intelligents, passent un bon moment, potentiellement dans ce qu'on pourrait appeler une forme de bienveillance, mais au final, ce qui ressort, c'est des décisions absurdes, hein, ou des décisions bêtes. J'en profite juste avant de repasser la parole à Jean-Baptiste. C'est pas parce que nous relativisons l'importance, enfin, nous rééquilibrons l'importance de l'objectif ou l'importance de mécanismes comme la bienveillance que nous perdons de vue la nécessité d'être attentif à tout cela. Notre propos, en fait, c'est d'équilibrer, en fait, c'est de vous proposer une pensée de l'équilibre. Un facilitateur de c'est quelqu'un qui travaille sur de l'équilibre, un peu comme du yin et du yang. Il fait vivre des mécanismes qui peuvent paraître contradictoires, mais qui, en fait, se nourrissent mutuellement. Exactement, merci d'avoir précisé ça. Loin de moi l'idée de dévaloriser la bienveillance. En tout cas, pour nous, ça va être intéressant de se demander est-ce que la coopération va être utile à l'objet et à l'objectif que s'est fixé le groupe, ou est-ce que la compétition va être utile? Donc, les tensions peuvent être utiles. Je vous ai mis là sur le slide deux modalités potentielles de facilitation qui peuvent produire de l'intelligence collective si elles sont utilisées à bon escient. Le débat contradictoire peut être utile quand vous avez un groupe dans lequel il va être nécessaire de penser différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors faire exprès de dire il va y avoir les avocats de l'ange d'un côté, les avocats du diable de l'autre, générer un débat contradictoire et permettre éventuellement à un certain nombre de participants neutres d'aller attraper les idées qui émergent dans chacun des différents groupes pour pouvoir catégoriser des potentiels chemins à suivre, ça peut être extrêmement productif et extrêmement constructif. À l'inverse, si jamais vous avez comme intention de développer de la cohésion au sein d'une entreprise qui doit travailler sa stratégie en avançant tous dans le même sens, le forum ouvert peut être une modalité de facilitation très utile et très productrice d'intelligence collective. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le forum ouvert, c'est vraiment très participatif. Ça peut s'étaler sur une ou deux journées. Et ce sont donc le commanditaire qui demande un forum ouvert va apporter une question et les participants vont construire par eux-mêmes
les différents groupes de réflexion qui vont réfléchir à cette question-là, le temps qui va être associé à chaque groupe, la production des livrables qui vont être faits, tout est en auto-construction, avec des règles de fonctionnement qui sont très souples, puisque dans un forum ouvert, on dit que toute personne peut contribuer là où elle a envie, comme elle a envie. Donc, dans un forum ouvert, les gens rentrent et sortent des groupes de travail quand ils veulent et comme ils veulent. Donc, c'est très coopératif, c'est très facteur de liberté et ça va bien fonctionner quand on veut utiliser et susciter la coopération. Mais du coup, le risque, c'est si le groupe n'est pas assez mature, ça peut fabriquer cette pensée unique ou cette pensée de groupe dont parlait tout à l'heure. Donc voilà, nous, pour éviter la croyance qui consistait à dire qu'il faut éviter les tensions, nous, on va plutôt être dans cet équilibre dont parlait Étienne, rechercher quand est-ce que les tensions vont être productives et à ce moment-là, s'appuyer dessus. Quand est-ce que les tensions ne sont pas nécessaires et à ce moment-là, mettre en place des modalités un peu différentes. Et donc, juste pour compléter, effectivement, vous avez des dispositifs de facilitation qui vont au sein, prenez un groupe avec des populations différentes, je sais pas, des techniciens et des commerciaux, par exemple. Ce qui va être déterminant, c'est votre capacité à autoriser, allez, lâchons le mot, dans la bienveillance et au nom d'un objectif prédéterminé, ces populations à se dire ce qu'elles ont à se dire. Ce sont souvent des moments, finalement, paradoxalement, très libérateurs. Très libérateurs, c'est quelque chose comme voilà, la parole authentique se libère, en fait. Voilà ce que j'ai effectivement besoin de te dire, compte tenu des enjeux qui sont communs. Et juste pour finir par rapport à ça, finalement, l'obstacle numéro 1 par rapport à ça, c'est votre capacité, enfin, l'enjeu numéro 1, c'est votre capacité à dépasser votre peur, c'est-à-dire la croyance que vous pouvez avoir que la confrontation, c'est dangereux, c'est pas bien, et ça va créer des situations que vous n'allez pas maîtriser. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « faites confiance au processus ». Faites confiance au processus. C'est le processus qui va rendre possible cette confrontation structurante. Ce qui mérite que nous ayons bien réfléchi au processus que nous proposons. N'est-ce pas ? Étienne, troisième croyance. Voilà, donc le cadre, c'est rigide. Alors, le cadre, c'est quoi? C'est le design, c'est la structure, c'est le processus, c'est les outils, c'est le mode opératoire. C'est tout ce qui va peut-être vous permettre d'ailleurs de canaliser vos propres inquiétudes. Et par ailleurs, on regarde ça, vous pouvez avoir le sentiment qu'effectivement, trop de cadres va tuer la capacité d'un collectif à entrer en intelligence collective. Donc, il y a toujours cette notion d'équilibre. Juste un très rapide exemple par rapport à ça, un exemple qui revient assez fréquemment. Vous connaissez peut-être le co-développement. C'est quelque chose de très structuré, le co-développement. Le co-développement est un outil d'intelligence collective. Et très souvent, ce qui est perçu spontanément, c'est que, oh là là, ce processus très structuré va brider les énergies. Non, elle ne les bride pas, elle fournit une sécurité par rapport à ça. Peut-être sur le slide suivant l'illustrerait. Je te le mets tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai mis une maison. J'ai mis une maison, donc si on parle d'équilibre, effectivement, vous avez besoin d'une structure, vous avez besoin d'un cadre, mais ce cadre il n'est pas rigide en fait. Il est là pour permettre, donner de la sécurité, donner de la lisibilité et surtout, il faut donner de la sécurité en fait. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que votre légitimité de facilitateur ou de facilitatrice va fondamentalement s'ancrer dans votre capacité à fournir de la sécurité. Et c'est ça que fournit le cadre. Le cadre n'est pas rigide. Le cadre est ce qui incarne votre leadership, en fait. C'est votre capacité à tenir le cadre qui fonde votre leadership de facilitateur. Parce que oui, le facilitateur est un leader au service de l'intelligence collective du groupe. Donc, soyez à la fois très présent, tout en étant un peu à distance si besoin. Et donc, soyez en posture haute sur le cadre et en posture basse sur le contenu. Ceux qui travaillent sur les mécanismes de coaching savent bien cela. Et c'est absolument déterminant d'être constamment dans cette logique d'équilibre. Un cadre, oui, mais qui laisse respirer, qui laisse vivre, en fait, ce qui est en train de se passer ici et maintenant.
Merci Étienne. C'est vraiment l'image que j'ai en tête en t'écoutant, c'est ça, quoi. Si le cadre est trop restrictif, on ne peut pas bouger. S'il est trop large et trop flou, les gens ne savent pas très bien ce qu'ils ont à faire. Et tout notre job, c'est d'arriver à l'ajuster à ce qui se passe ici et maintenant et à ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, si on fait un point d'étape, hein, le pire, la plus mauvaise pratique serait de vous focaliser uniquement sur l'objectif, de laisser du coup le cadre flotter en vous disant, de toute façon, les gens sont sympas, ça va venir tout seul, hein, et mettre en place des mécanismes d'évitement, en fait, hein, si je fais référence à la croyance numéro 2. Et notre dernière croyance, en tout cas la quatrième qu'on a souhaité traiter dans ce webinaire, c'est oui, mais de toute façon, nous, on n'est pas créatifs. Exemple typique qu'on va rencontrer, par exemple, quand on fait faire des productions de type visuel. Si vous demandez à un groupe, au lieu de faire un compte-rendu ou d'écrire avec des mots ce qui se passe et ce qu'ils ont à créer ensemble, si vous leur demandez, faites un visuel, il y a très souvent quelqu'un dans la salle qui dit, oui, mais moi, je ne suis pas créatif. Euh, alors ça, pour le coup, c'est important pour nous, facilitateurs en intelligence collective, qu'on soit convaincu que chacun est créatif à sa façon et que notre job de facilitateur, ça va être d'aller stimuler les différents styles de créativité potentiels. Je vous ai mis dans le dessin ici les 4 styles de créativité qui sont décrits dans le modèle Foresight, qui est un super petit modèle autour de l'innovation et de la créativité. Alors, pour vous les décrire en quelques mots, il y a un style de créativité dont on dit qu'il est clarificateur, et le talent des gens qui sont clarificateurs, c'est leur capacité à aller éclairer les différentes facettes du sujet qu'on doit travailler. Donc, ils vont être capables de poser des questions très éclairantes, très aidantes. Donc, et ils vont être souvent c'est ceux qui vont poser des questions quand les autres n'ont plus envie de poser de questions et ont l'impression d'avoir déjà cerné le problème. Ils vont continuer de poser des questions. L'idéateur, c'est celui dont le talent va être de produire des idées. Alors, ça ne va pas forcément être celui qui est le plus à même de les réaliser, mais en tout cas, quand il s'agit d'inventer des possibles, il est assez facilement intarissable. Un idéateur dans un groupe, il a encore des idées quand tout le monde est épuisé. Le développeur, c'est celui qui va avoir comme talent de fabriquer le prototype et d'être capable d'inventer la première version concrétisée en partant d'une idée théorique. C'est les géos trouvent tout que vous allez retrouver à la foire du trône, qui vont avoir inventé un système qui permet d'éviter que le rideau de douche colle à la peau. Je vous jure que j'ai vu ça en allant à la foire du trône au concours Lépine. Il y avait quelqu'un qui avait inventé un super système qui se pluguait sur les rideaux de douche. Euh, et le réalisateur, c'est celui qui va être capable de passer du prototype à la production de masse, ou en tout cas à un passage à l'échelle ou à la mise en œuvre. Ce sont les gens qui sont capables de faire, de concrétiser dans la durée et pour que ça roule. Voilà, par rapport à l'idée que nous ne sommes pas créatifs, chacun d'entre nous, les facilitateurs, pouvons réfléchir à comment est-ce qu'on peut stimuler la créativité qui existe dans chacun des participants. Alors, on vous a mis un petit sondage, on s'est amusé avec ça. Il est ouvert, vous pouvez répondre. À votre avis, quel est le style de créativité qui est celui que vous avez le plus dans le sang au regard des peu d'informations que je vous ai données. Euh, il y a aussi chez nous, les facilitateurs, des éléments de posture. C'est important dans notre posture qu'on accueille tout type de créativité et qu'on fasse attention pendant les phases d'idéation, à mettre en œuvre la possibilité, le contexte favorable à l'idéation. Je vous donne un petit tips pendant que le sondage continue de tourner. Quand on est en phase d'idéation, on dit que la bonne posture, elle s'appuie sur le moyen mnémotechnique CQFD. Pas de censure, de la quantité, de la fantaisie et de la diversité. Donc notre posture doit stimuler ça. Ne surtout pas censurer. Si quelqu'un dit ah oui, ça c'est une bonne idée, ben on n'a pas à émettre un commentaire. Ce serait une censure. C'est une censure positive de dire c'est une bonne idée. Euh,
Et évidemment, de la quantité, de la fantaisie, Mm. aller dans des univers divers et variés, pas hésiter à oser donner des idées qui sont déjà un petit peu folles, Mm. que ça soit productif. Voilà euh, les quatre croyances dont on voulait vous Juste parler. pour cranter sur ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste, finalement, je reboucle là sur mes éléments de définition du démarrage. Je disais que l'intelligence collective, c'est un processus interactionnel et finalement, l'intention du facilitateur ou de la facilitatrice, c'est de faire en sorte que dans le cadre de ce processus, chacun puisse se relier à l'autre dans sa diversité, hein, dans sa différence, mais aussi se relier à soi-même. Et il y a des situations où effectivement, c'est ce que tu nous décris, Jean-Baptiste, où finalement, ce qui se passe là, le processus que porte le facilitateur, rend possible à chacun, rend capable, hein, d'identifier un talent, m'autorise, hein, à exprimer quelque chose que je n'aurais pas pu ou su exprimer en dehors de ce processus interactionnel qu'est l'intelligence collective. Donc, ça fait émerger des talents, vous voyez. Hein. Je me découvre idéateur, je me découvre développeur. Merci Étienne. Alors du coup, dans la salle aujourd'hui, nous avons 44% de gens qui disent qu'ils se sentent plutôt clarificateurs. On a des idéateurs aussi à hauteur de 30%. Et puis on a à peu près 11% de développeurs et 15% de réalisateurs. C'est super, on a suffisamment des quatre. On dit que pour faire une bonne production, une bonne facilitation, c'est bien d'avoir les quatre représentés. Comme ça, on va pouvoir aller de quel est le sujet qu'on doit travailler, quelles sont toutes les idées, on fait des prototypes et puis on les met en œuvre derrière. Voilà, en tout cas, pour ces quatre croyances, voilà ce qu'on voulait vous partager. Notre conviction avec Étienne, c'est que faciliter l'intelligence collective, ça s'apprend, ça se muscle. Alors bien sûr, on peut avoir une appétence, on peut avoir déjà un talent qui est là, qui est présent, mais c'est intéressant d'apprendre, de continuer d'apprendre. Alors, à l'IFOD, on a développé une formation qui s'appelle Faciliter l'intelligence collective au sein des organisations, dans laquelle on va faire attention à aider les gens qui se forment à ces talents-là, à développer la posture dont on vous a un petit peu parlé déjà, à travailler sur comment on construit un design. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que 80% du travail est dans le design. Bon, alors après, évidemment, il y a quand même, à l'instant T, il faut être disponible, présent, ajuster, éventuellement changer des choses si jamais c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait dans le design. L'idée du design, c'est un peu comme le skieur professionnel qui va faire sa descente. La descente, elle va durer 2 minutes, mais je suis sûr que vous avez déjà vu ces images où ils sont en train de préparer leur descente et ils font mentalement, ils se refont le chemin 10 fois, 20 fois, 100 fois de par où ils vont passer. Nous, quand on construit un design, on va réfléchir à je vais prendre 5 minutes pour faire ça, puis ensuite pendant 10 minutes, je vais leur demander de se mettre en sous-groupe et de faire comme ça, puis ensuite on les fera revenir en plénière pour qu'ils puissent partager leur production, on les affichera sur les murs, et nous, on va se le répéter 5 fois, 10 fois avant de le faire avec eux. Et là, il y a 80% du boulot qui a été fait, et là, on peut être vraiment dispo à ce qui va se passer à l'instant T. Donc, la posture, le design, le cadre, voilà des éléments dont on vous a parlé. Peut-être que tu veux compléter, Étienne, avant qu'on prenne les questions. Donc, juste pour dire que on peut avoir ce serait peut-être une cinquième croyance qui serait l'outil peut tout. On trouve beaucoup d'outils, vous avez des bouquins qui vous donnent des outils, vous avez l'application Lisa, la Deliberating Structures, vous avez plein de sources d'outils, mais l'outil est absolument nécessaire, je suis dans cette notion d'équilibre, mais considérer que l'outil peut tout, et finalement, la question du facilitateur n'est pas quel outil je vais utiliser. Hein. La question du facilitateur, c'est quel processus je construis, hein, avec des outils dedans, mais aussi une intention, un travail sur soi, un travail sur la distance, ni trop près, ni trop loin. Vraiment, ce travail de rééquilibrage constant au service des processus interactionnels de l'équipe ou du groupe. Donc, c'est complexe, donc ça s'apprend, donc ça se travaille.
Alors, merci beaucoup Étienne. Je vous propose, si vous avez des questions, de les poster dans le chat. Comme ça, on va les regarder tranquillement et on va pouvoir vous y répondre. On se prend 10 minutes de questions-réponses avant de rendre l'antenne. Euh, Pendant ce temps-là, je vous partage que on va faire à l'IFOD un atelier en intelligence collective le 2 juillet où nous pourrons expérimenter, donc c'est de 16h à 17h30, expérimenter C'est un outil, gratuit. et c'est gratuit, oui, un outil d'intelligence collective qui s'appelle les cercles samoans autour d'une question sur l'intelligence artificielle dans les métiers d'accompagnement. Avec Étienne, on vous fera vivre ça si vous êtes Comment s'y préparer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec je veux dire, cet outil qui est un peu plus qu'un outil, hein, qui devient déterminant dans nos façons dans notre rapport au savoir, notamment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle juste distance, quel juste niveau d'appropriation? Donc c'est une réponse qui est alors typiquement qui est pas stable. C'est une réponse qui est en mouvement constant, qui peut être perçue de manière très différente. Et ça nous a semblé intéressant, Jean-Baptiste et moi-même, de proposer un atelier autour de ça. Ça devrait vous intéresser et puis ça va nous intéresser. Nous ne savons pas quel sera le résultat, hein, mais en tout cas, le processus sera structuré autour des cercles samoans. Alors, on a une question sur comment canaliser les énergies, prise de parole, quand quelqu'un parle trop, ou des choses comme ça. Merci pour cette question. En l'occurrence, si je me fais un tout petit peu provocateur, je pourrais avoir envie de dire, euh, est-ce qu'il faut canaliser les énergies? Et quand est-ce qu'il faut canaliser les énergies? Il y a vraiment une question d'intention. Il y a des moments pendant les facilitations où ça va être utile, par exemple, de faire un tour de table très structuré, qui là canalise les énergies, qui donne un temps identique à chacun pour éviter de donner une prime à ceux qui ont la parole un peu trop facile. Et puis, il y a des moments pendant une facilitation où le foisonnement va être utile et ça peut être intéressant de dire aux gens, levez-vous, allez vous balader, regardez les productions qui ont été affichées, mettez-vous par deux, par trois comme vous voulez, déplacez-vous, rajoutez, annotez, complétez. Et là, pour le coup, les énergies ne sont pas forcément canalisées, mais la production peut être efficace. Donc l'intelligence collective est présente aussi dans ces moments-là. Étienne, tu veux compléter sur cette question de... Non, non, enfin, c'est une question, effectivement, la notion de canaliser les énergies, c'est déjà partir du principe que l'énergie, faut en tout cas la faire vivre, hein. Je reformulerai la question sur comment faire vivre les énergies au service de l'intention de la facilitation. Ça peut supposer effectivement des dispositifs qui, enfin, qui verrouillent quelque chose, si je puis dire, hein, parce que ça va fournir une forme de sécurité, en parallèle avec des dispositifs qui effectivement vont laisser une forme de respiration. Alors, on a une autre question. De canaliser, voilà, je crois que enfin, je répondrai à la question en la reformulant. Ouais, merci. On a une autre question qui est autour de quels sont les différents. Pardon, comment se séquence la facilitation? Est-ce que c'est une séance, deux séances, trois séances? C'est ce que nous avons appelé le design, en fait. Tout l'art de préparer une facilitation. Par exemple, si vous avez un client qui vous dit, voilà, j'aimerais rassembler ce groupe-là pour qu'il puisse produire des nouvelles idées. On a un produit qui est en train de s'essouffler. On aimerait diversifier notre manière de parler de ce produit-là. OK, très bien. En fonction du temps qu'il est prêt à y consacrer, en imaginant qu'il a une demi-journée, on va faire plusieurs itérations d'aller-retour avec le client, lui disant est-ce que c'est des gens qui se connaissent bien? Est-ce que vous avez besoin qu'ils prennent un temps pour s'ajuster, pour apprendre à se connaître? Ou est-ce que vous préférez qu'on aille très rapidement dans de la projection, dans le futur? Ou est-ce que vous avez besoin de prendre un temps pour faire un retour sur les expériences qui se sont écoulées ces derniers mois? Et en fonction de tout ce qu'on va capter comme information,
on va séquencer, on va construire le design de notre atelier. Donc, j'ai envie de dire que selon le client, le contexte, le sujet sur lequel on va devoir travailler, on va les faire travailler, le design va pas être le même. Ça va vraiment être ajusté à chaque situation. Alors, pour compléter, je dirais que, en fait, même si vous n'intervenez qu'une fois, ce qui est important, c'est que votre intervention, même ponctuelle, spécifique, s'inscrive dans un projet. Et j'ai tendance à considérer que c'est le rôle du facilitateur, de la facilitatrice, d'aider aussi le client à expliciter, à rendre lisible le projet à l'intérieur duquel vous intervenez. Alors, vous pouvez intervenir plusieurs fois, mais même si vous n'intervenez qu'une seule fois, il faut que ça rentre dans un contexte, il faut que ça ait du sens, en fait. Voyez. Et enfin, une des plus mauvaises pratiques qui puisse se faire en facilitation, c'est faire travailler les gens, par exemple un forum ouvert un certain jour, plein de choses sont produites, et puis après, plus rien. C'est-à-dire que les gens qui ont participé, qui ont pris 2 heures, 3 heures, une demi-journée, n'ont aucun feedback sur la suite qui a été effectivement donnée à ce travail commun. Donc, c'est vraiment fondamental que vous challengez le client sur sa capacité à porter dans la durée ce qui va être produit dans le séminaire, enfin sur le séminaire, hein, et que vous interrogez le client sur l'existence de quelqu'un qui pilote le dispositif, est-ce qu'il y a une équipe projet, enfin, allez chercher le client là-dedans, parce que sinon votre affaire, ça va peut-être être sympa, mais ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Et je pense que enfin, être facilitateur, c'est aussi, voilà, il y a quand même une intention fondamentale, je pense qu'il y a une valeur, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, hein. Il y a une valeur qui est portée sur le fait que on n'est pas contraint à être là les uns les autres, enfermés dans notre perception des contraintes, dans nos peurs, dans nos angoisses. On a la capacité de se connecter. Et c'est en se connectant qu'on va peut-être faire bouger quelque chose, faire émerger quelque chose. Merci Étienne. Alors on a une question de Caroline. Le facilitateur qui anime un atelier est-il aussi son concepteur? Y a-t-il de bonnes pratiques à ce sujet sur le cumul ou la séparation des tâches? En l'occurrence, j'aurais tendance à penser que c'est intéressant que le concepteur anime. C'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Ça existe qu'il y ait des gens qui fassent de la conception et que ce soit d'autres qui animent. À titre personnel, moi, j'aime pas trop rentrer dans les chaussons de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si j'ai pas conçu, ben, j'ai pas répété mon chemin. Il y a tellement de chemins possibles quand on conçoit un atelier ou quand on conçoit une séquence de facilitation que ça me semble assez. Enfin, moi, je préfère concevoir ce que j'anime. Et donc, ma bonne pratique, ce serait plutôt tester ce que vous avez conçu. Comme ça, vous vous rendrez bien compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, de votre style aussi. Parce que chacun va développer son style d'animation. Ce qui peut être en bonne pratique, ce qui peut être bien aussi, ce qui peut être envisagé, c'est que par exemple, vous concevez un atelier, mais vous allez le co-animer avec quelqu'un qui a un profil un peu différent. Si vous êtes facilitateur ou facilitatrice interne dans une organisation, eh bien, vous structurez, vous designez votre intervention, mais vous faites intervenir quelqu'un qui justement va nourrir autre chose que ce que vous faites. Hein, peu importe, quelqu'un qui a un profil qui n'est pas le même que vous, qui n'est pas nécessairement formé à la facilitation, mais qui va nourrir un consultant, par exemple, un expert, qui va apporter quelque chose au bon moment. Donc, vous voyez, vous pouvez concevoir, mais co-animer. Donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je peux préconiser. Ce n'est pas forcément vous qui tenez tout, si je puis dire. On a... Co-construire, bien sûr, co-construire votre animation, c'est quelque chose qui est tout à fait structurant à faire. Et c'est bien dans l'esprit de ce qu'on aime bien faire ensemble d'ailleurs. On aime bien ne pas être tout seul dans notre coin, à être seul en lead. En fait, j'aime bien ce que tu dis, Étienne, parce que c'est intéressant quand on veut faciliter l'intelligence collective d'être modélisant aussi. Voilà, L'intelligence collective, il faut du Mm. collectif et il faut des gens qui ne sont pas pareils. Donc c'est chouette. Ce qu'on a fait ça avec ce webinaire, vous l'avez remarqué. Alors, on a Fabrice qui nous demande si on fait face à un clash entre deux participants, on gère en groupe, on fait une pause, on prend à part, on fait autre chose. Ben, c'est déjà plein de bonnes idées, Fabrice. Oui. En tout cas, juste pour cranter directement, ce qui me semble, enfin, en termes de posture de référence, ce clash-là, qu'est-ce qu'il dit? En fait, pas prendre le clash en tant que tel, mais en tant qu'il dit quelque chose sur la vie du groupe à l'instant T. Oui.
Donc, ça me permet de vous donner un point de vue un peu général. Après, est-ce que c'est décliné selon diverses possibilités? Mais prenez pas, en tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre le clash comme un problème sur lequel vous allez vous focaliser, mais plutôt comme un signal que quelque chose est en train de se passer. Donc, d'une façon ou d'une autre, permettre l'émergence de ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça nécessite un débriefing en groupe? Est-ce que ça nécessite que vous voyez les gens séparément? Est-ce qu'il faut en passer d'abord par une pause en annonçant qu'après la pause, eh bien, nous allons accueillir et faire quelque chose de ce clash? Vous voyez, vous pouvez l'énoncer comme ça, hein. Mais en tout cas, ne le prenez pas comme un truc qui vous remet en cause ou un problème en tant que tel, parce que vous allez vous focaliser dessus et ça va vous bouffer toute votre énergie. Et ce que les gens vont retenir, c'est que cette facilitation a été pourrie parce que Jean-Jacques et Marcel se sont bouffés le nez comme d'habitude, quoi. Ben, on va s'arrêter là parce qu'on atteint les 45 minutes. J'espère que vous ne retiendrez pas seulement que Marcel et je ne sais plus quel autre Jean-Jacques. Jean-Jacques Ça aurait pu être Serge, hein. Ben, merci à tous pour votre participation. En tout cas, merci d'avoir été là pour, je l'espère, que vous avez apprécié nos partages autour de ces 4 croyances. Bonne continuation à chacun et à chacune dans vos activités. Et si vous êtes intéressé par plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'IFOD sur ce que nous proposons autour de la facilitation de l'intelligence collective. Bonne après-midi. Peut-être au 2 juillet, là c'est en présentiel, hein. Oui, avec plaisir. Oui, oui, j'ai vu que Leslie a répondu dans le chat que c'était bien en présentiel. Bon. Plaisir de vous retrouver le 2 juillet en vrai pour ceux qui peuvent et qui ne sont pas trop loin de la région parisienne. Au revoir à tous. Au revoir.